Bienvenue sur le podcast des profs entrepreneurs, le podcast des profs qui entreprennent sur le web. Dans l'épisode du jour, nous allons à la rencontre d'Anthony Gaudin, professeur des écoles passionné, qui va nous expliquer comment du jour au lendemain, il s'est retrouvé à quitter l'éducation nationale et fonder son auto-entreprise. Anthony Gaudin va nous retracer le parcours de la classe à l'entrepreneuriat en nous expliquant ses motivations et les nombreux challenges auxquels il fait face dans sa nouvelle activité. Si vous êtes intéressé par la psychopédagogie, Anthony va vous expliquer la définition, comment il s'est formé, la différence avec l'orthopédagogie et beaucoup d'autres choses qui lui tiennent à cœur. On parlera donc enseignement spécialisé et son évolution, CAPA-SH, élèves en difficulté, motivation et autonomie de l'élève, gamification de la pédagogie, mais aussi comment lancer une activité en ligne, avoir plus de visibilité et trouver ses clients. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour recevoir les notifications des prochains épisodes et de rejoindre la communauté de la reconversion enseignante où des milliers de collègues vous attendent pour avancer ensemble sur votre projet. Et bonne écoute. Anthony Gaudin, enchanté de t'accueillir sur ce podcast. Alors, tu es un enseignant spécialisé, donc tu te dis atypique et psychopédagogue. Tu es aussi auto-entrepreneur et fondateur de My Neuro Academia. Ton slogan que j'ai trouvé sur ton Facebook, c'est « Être libre, apprendre, partager ». Alors, j'aimerais beaucoup que tu nous en dises un peu plus sur tes activités. Donc déjà, tout d'abord, enchanté. Moi, je suis enseignant spécialisé. J'ai quitté cette année l'éducation nationale pour justement suivre un petit peu le mantra que je partage sur les réseaux sociaux, que j'ai monté l'année dernière, qui est être libre, partager et apprendre pour pouvoir le vivre à 100%. Donc effectivement, je me dis atypique par rapport à ma personnalité, par rapport aussi aux personnalités neuroatypiques que je fréquente, puisque j'en fais partie. J'interviens avec les jeunes en cabinet, j'interviens avec les parents maintenant et j'interviens avec des professionnels pour pouvoir promouvoir une pédagogie inclusive et pour pouvoir accompagner ceux qui en ont besoin dans le apprendre à apprendre. Donc aujourd'hui, oui, j'ai quitté l'éducation nationale, je continue mon activité d'enseignant spécialisé, je suis aussi certifié en psychopédagogie positive auprès de la Fabrique à Bonheur et j'accompagne au maximum les jeunes comme les moins jeunes. D'accord, j'allais justement te demander où tu t'étais formé parce que je sais que la psychopédagogie, ça intéresse beaucoup de collègues qui sont en reconversion ou qui sont en projet de reconversion. Et est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus sur ce que c'est et quelle est cette formation que tu as suivie? Alors moi, en fait, j'ai suivi la certification qui est proposée par Isabelle Payot et Audrey Hakoun à l'époque, puisque maintenant c'est Isabelle Payot qui a repris la Fabrique à Bonheur. C'est une certification qui se passe en plusieurs semaines, en plusieurs week-ends, soit qui a lieu en un mois complet sous format intensif. Donc moi, je l'ai vécu il y a 1 an et demi maintenant. Le concept, c'est d'avoir une approche tête, cœur, corps, une approche globale de l'enfant et de l'adulte dans son rôle d'apprenant pour pouvoir un petit peu aligner l'utilisation des ressources, l'utilisation de la psychologie positive et l'utilisation de la pédagogie pour pouvoir suivre au mieux les besoins de l'enfant. On a généralement affaire à des enfants qui sont en rejet scolaire, qui sont en refus scolaire, ou pour qui les parents ont des difficultés à les accompagner dans les devoirs à la maison, par exemple. Et du coup, qu'est-ce que la psychopédagogie, elle vient un peu réconcilier les différentes sphères que d'habitude on ne traite pas ensemble, c'est ça, qu'on prend toujours séparément, le corps, la tête, enfin le cognitif en classe et puis les émotions. On essaie de les mettre en classe, mais on a encore du mal à trouver les outils souvent en tant qu'enseignant. Oui, c'est ça. En fait, la psychopédagogie va aussi prendre en compte les besoins fondamentaux. C'est difficile pour un enfant d'être prêt à apprendre quand l'école ne permet pas encore aujourd'hui de pouvoir boire en classe quand on en a envie et pas forcément à la récréation. Quand l'enfant ne peut pas bouger alors que c'est une des sources premières de sa motivation, le mouvement et la manipulation. Et quand l'enfant ne peut pas aller aux toilettes non plus. C'est compliqué de rendre un enfant libre, un enfant responsable, quand on donne des consignes qui ne permettent pas de respecter les besoins fondamentaux à la base. Donc la psychopédagogie positive, telle qu'Isabelle Payot et Audrey Hakoun en tout cas la présentent, puisqu'elles ont ajouté positif derrière, c'est vraiment les apports de la psychologie positive aujourd'hui dans la pédagogie, dans les apprentissages. D'accord, c'est un peu la réconciliation entre ces deux thèmes, enfin ces deux domaines, on pourrait dire. La pédagogie d'un côté et la psychologie positive. C'est un peu la somme, c'est ça ?
C'est ça. On trouve maintenant des formations universitaires, des diplômes universitaires en France qui commencent à mettre de l'ordre dans la psychopédagogie. La Ah psychopédagogie est très en vogue au Canada et en Belgique, oui. et d'ailleurs réglementée, pas en France, puisqu'il y a des certifications et il y a des formations diplômantes. Il me semble qu'il y a maintenant 2 universités qui proposent des diplômes universitaires, donc diplômants, en psychopédagogie. Donc c'est en pleine émergence, on va dire, en France alors en ce moment. Oui, tout à fait. Au même titre que l'orthopédagogie, la psychopédagogie commence à Ah se tiens, faire reconnaître en tu France. pourrais nous dire la différence entre orthopédagogie et psychopédagogie? Oui, en fait, l'orthopédagogie, elle est souvent. Je pense que mon approche est plus proche de l'orthopédagogie. L'orthopédagogie, elle vise à rétablir des bonnes pratiques d'apprentissage. Elle vise à différencier ou adapter l'apprentissage pour des personnes qui en auraient besoin. Un petit peu comme l'orthophoniste va rétablir les voies du langage, l'orthopédiste va rétablir l'équilibre au niveau du pied. En orthopédagogie, le but, c'est de mettre en place des situations d'apprentissage qui répondent aux besoins de l'apprenant. J'ai plutôt une approche orthopédagogique, mais je n'ai pas les diplômes d'orthopédagogue. D'accord. Et comment dire, ils s'appuient sur quels outils alors les orthopédagogues? Alors, les orthopédagogues, c'est surtout des outils qui sont évaluatifs et ensuite qui sont adaptatifs. Donc, ils vont aller travailler avec des neuropsys ou seuls, souvent, sur la détection des difficultés, les troubles des apprentissages, par exemple, comme les troubles 10. Et ils vont ensuite proposer, grâce à leur expérience et leur analyse, des réponses qui sont adaptées aux besoins. Donc, par exemple, des textes adaptés et comment apprendre à lire quand on est dyslexique. C'est ce type de travail qui pourrait ou le rétablissement de le réentraînement de certaines fonctions cognitives, de certaines fonctions exécutives. Et il y a des formations universitaires pour l'orthopédagogie en France? Alors, pas en France, je pense, en tout cas pas à ma connaissance. Il y a des fondations, il y a des organismes de formation qui donnent des formations en orthopédagogie. Je pense qu'elles ne sont pas universitaires. En revanche, c'est très en développement en Belgique. Je sais qu'en Belgique, l'orthopédagogie a vraiment le vent en poupe. Et là, je sais qu'il y a des formations universitaires en Belgique. Ok, donc encore en pleine croissance aussi. En fait, il y a beaucoup de disciplines qui émergent là et donc des nouveaux métiers aussi derrière qui s'organisent. C'est ça, oui. En fait, l'orthopédagogie et la psychopédagogie s'organisent, grandissent en France, mais ne sont pas encore réglementées. Ça ne saurait tarder puisque certains syndicats commencent à s'en mêler et à vouloir mettre de l'ordre dans tout ça. Comme souvent, quand on commence à avoir un développement, il y a une structuration aussi. Dis-moi, si on revient un petit peu en arrière, qu'est-ce qui t'a conduit donc à aller te former à ces outils-là, et puis par la suite à démissionner, puis à créer ton entreprise et à évoluer dans ce domaine de l'auto-entrepreneur Qu'est-ce qui t'a poussé? C'est hyper intéressant comme question. Je pense qu'il y a plusieurs domaines de réponse possibles. Il y a le fait que dès que j'ai passé mon concours d'enseignant du primaire, je me suis orienté vers l'enseignement spécialisé. Donc j'ai vraiment travaillé tout le temps sur les troubles des apprentissages et sur des réponses adaptatives. Je n'ai jamais eu une pédagogie unique pour une classe frontale. J'ai commencé tout de suite avec de l'ULIS, en tout cas à l'époque des CLIS. J'ai passé mon CAPH et ensuite je suis retourné dans le milieu ordinaire, mais en utilisant ma pédagogie spécialisée. Ça, c'était une envie liée à ton parcours à toi, scolaire. Ça venait d'où cette envie d'enseigner dans le spécialisé? Je ne sais, à l'époque, je pense que je ne savais pas d'où elle venait. Je pense que j'ai fait une licence de biologie déjà à la base, peut-être en 2008, 2009, de 2008 à 2010, je pense. J'ai eu le master en fait. J'ai commencé par 2 années de médecine où j'ai échoué lamentablement. En fait, j'ai jamais pris conscience de mes mécanismes d'apprentissage avant l'université. Et donc, je suis passé d'un bac avec 16 de moyenne sans jamais rien faire à une université de médecine où je me suis planté à 6 de moyenne tout de suite. Donc, je me suis réorienté en licence de bio. Puis, j'ai commencé en même temps la formation BAFA et la direction de stage de formation. Et je me suis rendu compte qu'en fait, j'aimais beaucoup l'approche individuelle, l'approche de formation dans sa globalité auprès d'un groupe, mais aussi auprès de la personne. J'ai donc ensuite fini ma licence de bio et je me suis orienté vers un master en sciences et métiers de l'éducation de la formation et j'ai passé le concours de recrutement des professeurs des écoles. Et donc, du coup, tu arrives dans l'enseignement, directement, tu mets les pieds dans le spécialisé. Ça te plaît à cette époque-là? Oui, en fait, pour l'anecdote, quand j'ai fait mon premier stage en Master 1 dans une école, enfin le deuxième, le premier, il s'était passé très rapidement, mais en Master 1, on avait des stages d'observation
En fait, j'ai découvert une classe qui était un petit peu à part, qui était en bas du bâtiment sur Villeneuve d'Ascq, et qui avait une pédagogie très différente, menée sur le projet, la manipulation. Et du coup, je m'échappais un petit peu de mon observation en classe ordinaire pour aller observer le fonctionnement de l'Ulysse déjà. Et je me suis rendu compte assez rapidement que c'est là où on allait chercher ce qui se passait dans la boîte noire, dans le cerveau, dans le mécanisme d'apprentissage. J'étais plus intéressé par l'accompagnement individuel, quasi individuel en Ulysse, que par la pédagogie de groupe. Et donc, du coup, la gestion de groupe, toutes les ça, on était sur une problématiques. vraie pédagogie de projet déjà en CLIS à l'époque. Quand on pouvait fonctionner avec un groupe d'enfants de 6 à 12 ans, en fait, on n'avait pas le choix, on était obligé de devoir trouver du sens et que ça puisse parler aux enfants de 6 ans comme aux enfants de 12 ans en même temps. Donc, j'ai fait ma première année de stagiarisation en CE1, CE2 et moyen grand. Et tout de suite après, je suis parti en Ulysse en zone sensible, en REP, plus même à l'époque. Et à ma deuxième année de titularisation, je suis retourné sur Roubaix, là où j'avais effectué mes premiers stages, où j'ai demandé chaque année en fait mon départ en KPSH jusqu'à l'obtenir la troisième année, je pense, de titularisation. D'accord. Et donc, à ce moment-là, à un moment donné, tu me disais tout à l'heure, tu es retourné dans l'enseignement classique, c'est ça? Et pourquoi d'ailleurs? C'était un choix ou c'était les circonstances? C'était un choix complètement assumé, d'ailleurs, que j'ai dû un petit peu étayer auprès de certains collègues qui ne le comprenaient pas, puisque je venais de passer le KPSH quelques années avant. En fait, lorsque j'ai passé le KPSH, on a changé de nomenclature. On était vraiment sur une CLIS, on était sur une pédagogie de groupe et de projet. Et la loi de 2005 a commencé à prendre forme en 2016 dans les textes de l'éducation nationale, toujours avec un petit peu de retard. Et la pédagogie a beaucoup changé puisqu'on s'est basé sur l'inclusion massive. À partir de 2016, en fait, l'enfant porteur de troubles ou bien en situation de handicap fait partie de la classe, a sa place complète en classe, et le rôle d'enseignant s'est transformé en rôle de coordonnateur, où on était plus sur de la menée de projet individuel et sur de l'aide ponctuelle aux enseignants pour adapter en classe. Donc, ma seule activité pédagogique se résumait à faire du français et des mathématiques avec un groupe de 2-3 enfants qui changeaient toutes les demi-heures ou toutes les 40 minutes. Du coup, là, tu as perdu le sens de ta mission, finalement. C'est ça, tout à fait. Donc, j'ai décidé d'aller utiliser mes compétences dans le milieu ordinaire, parce que de toute façon, dans la classe de CM1, CM2 que j'avais récupérée, je pense qu'il y avait 11 ou 12 profils d'élèves en très grande difficulté sur les 25. Tu t'es dit que tu allais pouvoir exploiter tes outils dans ce milieu-là, quoi. C'est ça. En fait, comme j'ai déjà une pédagogie qui était flexible et qu'en REP+, on a beaucoup d'enfants qui sont allophones, qui parlent une langue différente à la maison, qui ont des difficultés d'apprentissage ou qui ont des troubles de la concentration, qui ont des TDA ou pas, mais qui ont des difficultés de concentration. La pédagogie flexible était une réponse envisagée. Puis ensuite, on y a ajouté d'autres projets, puis on y a ajouté la méditation. Et au fur et à mesure, j'ai ajouté les outils que je découvrais ou que j'utilisais déjà à l'époque. C'est comme ça qu'on a utilisé en fait la carte mentale, la méditation en classe, qu'on a développé un projet avec mon meilleur ami qui est enseignant aussi, où on travaillait vraiment sur la motivation par la gamification pour retrouver les compétences. Voilà, on a vraiment travaillé sur une pédagogie qui était à la base spécialisée et individualisée dans un grand groupe classe. Quand tu dis gamification, qu'est-ce que tu mets derrière comme pratique? Derrière, il y avait cette notion en fait d'utiliser beaucoup la manipulation et le jeu dans les apprentissages. Et pendant des années, j'avais proposé des outils d'individualisation, des plans de travail, des ceintures de compétences. Oui, j'ai fait ça aussi une certaine époque. Et on s'est rendu compte que ça fonctionnait dans un sens, mais en fait, au final, l'enfant, il s'en fichait un petit peu d'avoir une ceinture bleue, rouge ou verte, parce que c'était juste une ceinture, un bout de plastique. Donc, comme je suis un grand fan de culture geek et manga, on a utilisé des personnages. En fait, on a utilisé des personnages que les enfants aimaient, des mangas qu'ils connaissaient ou des animés qu'ils suivaient. Et on a créé une armure, un peu comme l'armure d'or des Chevaliers du Zodiaque quand on était petit, où chaque pièce de l'armure, le casque, la ceinture, les épaulettes, le plastron, reprenait un domaine de compétences, l'orthographe, la grammaire, la conjugaison, la numération, le calcul mental. Et le but, c'était d'aller travailler de façon individualisée sur les compétences du CE2 jusqu'à la 6e pour faire évoluer l'armure du personnage de blanche à l'armure d'or. Donc là, ça donnait un sens parce que les élèves avaient leur personnage qui évoluait et c'était chaque pièce... Un avatar. En fait, c'était comme s'ils avaient un avatar et ils lui faisaient gagner
des choses, enfin des accessoires Ouais, d'accord. Et après, donc en fait, une compétence était égale à comment dire, un accessoire, quoi. Oui, c'est ça en fait. Un domaine de compétence est un accessoire et une couleur validait un ensemble de compétences. Mm. Et une fois que l'enfant avait la pièce, il pouvait aller valider lui-même dans son livret de compétences celle qu'il avait validée, celle qu'il avait réussi à faire en individuel. Et ça, on était donc sur des temps qui étaient sur des temps de manipulation au choix de l'enfant. Il avait 1h30 par jour où il pouvait choisir ses apprentissages. Et tu étais satisfait du résultat de ces nouvelles pratiques ou comment en fait ça s'est passé, même par rapport aux collègues? Tu pourrais nous dire un peu l'impact par rapport à tous les acteurs, l'élève, toi, le collègue? Non, les élèves l'ont très bien reçu parce qu'ils ont eu il y a eu un grand gain de motivation. Motivation. L'attachement à l'avatar était moins important que ce que j'aurais pu croire, que ce qu'on aurait pu croire avec mon meilleur ami. Par contre, les enfants, en fait, en prenant ces habitudes de liberté dans leur choix, en fait, c'est de toute façon un des piliers de la motivation, hein, le sentiment d'autonomie. Et du coup, les enfants se sentaient à l'initiative de leurs apprentissages. Et le matin, en fait, l'accueil était libre dans la classe. De 8h20 à 8h30, les enfants pouvaient arriver de façon échelonnée. Et ils avaient le choix d'aller lire, d'aller sur ordinateur, d'aller manipuler, de faire des puzzles. Tous les enfants, en fait, on s'est rendu compte, en décembre, étaient à 8h25 dans les exercices d'autonomie pour valider des compétences. Donc, tous les élèves à 8h25, alors qu'avant, ils essayaient de tirer au maximum sur la corde pour parler, discuter, traîner aux toilettes, au porte-manteau. C'est ça, en fait, comme ils avaient le choix dans leurs activités et ils pouvaient travailler en mathématiques, ils pouvaient travailler en grandeur et mesure, en géométrie, ils pouvaient faire de la programmation. Il y avait du choix. Du coup, c'est eux qui, à 8h25, avaient déjà ouvert leur cartable, écrit la date, pris leur cahier, la petite boîte avec leurs exercices et qui étaient déjà en train de réfléchir à des petits problèmes pour progresser. Et du coup, on a mesuré qu'il y avait vraiment un grand gain de motivation. Puis après, le confinement est passé par là l'année dernière et ça a changé pas mal de choses, mais ça avait vraiment bien fonctionné. Au niveau des collègues, il y a eu un petit peu on va dire, certains étaient un peu curieux, mais en même temps en se disant qu'ils n'étaient pas forcément en classe pour s'amuser. Pour s'amuser, c'est ça. Je pense qu'ils étaient curieux du fonctionnement des ceintures, mais ils étaient un petit peu rebutés par l'aspect un peu gamin des armures d'or, en fait, qui fait pas très sérieux au niveau institutionnel. Mais au contraire, les membres de l'inspection nous ont d'ailleurs demandé d'animer une animation pédagogique et de mener un petit groupe de travail pour pouvoir le populariser dans les classes de la circonscription. Donc il y a eu un bon accueil, mais c'est vrai que ça représente quand même une somme de travail et de temps considérable pour le lancer en classe. Et là, tu me dis, j'ai démissionné au 1er septembre. Alors, qu'est-ce qui se passe entre le moment où tu t'es investi dans tes outils, les élèves le reçoivent bien, apparemment dans l'école aussi, ça passe très bien, et puis te voilà envolé au 1er septembre. Donc, que se passe-t-il? Je cherchais à être en disponibilité pour pouvoir travailler, pour pouvoir créer mon statut d'auto-entrepreneur, parce que j'ai la volonté d'accompagner les enfants dans leurs apprentissages. Mais plus que de leur transmettre des compétences, je veux les accompagner dans leur fonctionnement, dans leur mécanisme d'apprentissage. Et à l'école, telle qu'elle est présentée aujourd'hui, on a trop peu de temps qui est utilisable pour expliquer comment fonctionne le cerveau, pour expliquer comment on va planifier ses apprentissages, pour s'organiser, pour mind mapper, enfin utiliser la pensée visuelle pour apprendre. On a trop de temps pour le faire en classe et ces compétences, je pense qu'elles sont indispensables. Donc, j'avais souhaité une première année avoir ma mise en disponibilité qui a été refusée. J'avais demandé un 50% qui avait été refusé. Donc, j'avais eu un 25% qui était un petit peu juste pour commencer à lancer mon activité. J'ai redemandé l'année suivante, donc pendant le confinement, mon 50% qui m'a été refusé, qui m'a été accepté d'ailleurs, mais beaucoup trop tard, hein, après ma démission. Ah oui, d'accord. Donc, m'a été autorisé. Et en fait, les décisions ministérielles qui ont été prises pendant la crise, pendant le confinement, en fait, on finit de me montrer que j'étais pas à l'aise au sein de l'institution, que j'aime profondément mon métier de pédagogue, d'enseignant, mais pas dans cette institution, parce que pour moi, il n'y avait pas ce degré de liberté. Comme on le disait tout à l'heure, j'ai un fonctionnement atypique, et comme beaucoup de personnes neuroatypiques, il faut qu'il y ait une quête de sens et un grand sentiment de liberté que je n'avais pas. Donc, j'avais souhaité monter des projets déjà dans l'éducation nationale avec des acteurs sociaux, avec des partenaires, avec des institutions. Et en fait, souvent l'idée était reçue positivement,
mais la mise en application était impossible. Parce que ce n'était pas mon rôle en tant qu'enseignant de créer des forums où on pouvait aller à la rencontre des psychologues ou à la rencontre du CESAD ou du CMP dans le bien-être des parents et des enfants. Donc j'ai décidé de faire cette fonction d'enseignant et d'être cette espèce de passerelle entre les orthophonistes, les psychologues et l'école, avec un grand E, de mon côté en auto-entrepreneur. Et en prenant cette décision, tu n'as pas eu peur de quitter la sécurité financière, parce que c'est souvent le premier frein dont les collègues me parlent quand ils me parlent de leur projet de reconversion. Si, bien sûr, ça a été la crainte la plus justifiée déjà de une. Je suis père de famille, il y a pour l'instant 2 enfants, un 3e qui arrive, donc c'est vrai que c'était une crainte. J'ai la chance d'avoir ma compagne qui est fonctionnaire, donc c'est vrai que c'est un maintien de sécurité. Maintenant, ça a été tout un travail aussi, notamment par rapport au choix de vie, soit de continuer dans notre confort de vie actuel, mais de me sentir opprimé dans mon travail et de ne pas répondre à mon ikigai. Je ne sais pas si tu es familier avec la notion d'ikigai. Bah écoute, j'ai reçu sur le podcast une Stéphanie Hoyen qui a écrit le livre Faire plus de bonheur à l'école. Alors je sais pas si tu le connais. D'accord. Et justement elle utilise cet outil, elle m'en a parlé aussi de l'ikigai. Alors personnellement je le connais juste, je ne l'ai pas utilisé, mais j'en entends beaucoup de bien. Donc toi tu l'as fait dans quel cadre et qu'est-ce que tu en as retiré du coup de cet outil-là? Alors moi je l'ai fait dans le cadre de... Il y a déjà 2 ans, j'avais des questions sur ma quête de sens à l'école et mon appartenance à l'institution pour mener mes projets. Et je me suis à un moment demandé quel était le métier qui correspondait à mes aspirations et quel était le métier qui correspondait à mon profil. Donc l'ikigai, en fait, ça consiste à chercher en 4 cercles qui vont se rejoindre en un centre, ce pourquoi on est doué, ce pourquoi on peut être payé, ce dont le monde a besoin et ce pourquoi on est doué, ce dont le monde a besoin, ce pourquoi on est payé. Il y a un 4e cercle que je ne retrouve pas. Oui, attends. Ce que l'on aime faire. Et du coup, les croisements vont créer la vocation, la mission, la passion ou la fonction. Et quand ces 4 cercles se recentrent, quand ils se retrouvent, c'est l'ikigai. C'est la raison de se lever le matin. C'est le choix de vie en fait qui motive tout, qui nous permet d'être payé d'une part, qui va nous permettre de trouver un salaire, puisque c'est nécessaire, mais qui nous permet aussi de faire des choses que l'on aime, de faire des choses pour lesquelles on est doué et qui répondent aux besoins de ce que nous on a identifié dans le monde. Donc quand j'ai fait mon ikigai, je me suis rendu compte que ce que j'aimais, c'était transmettre et accompagner, mais aussi écrire et communiquer. Je me suis rendu compte que ce pourquoi j'étais bon, c'était l'accompagnement individuel et la prise en compte des potentiels, on va dire des potentiels individuels. Ce dont le monde avait besoin, c'était d'apprendre à apprendre avec des techniques précises et surtout une prise en compte des besoins individuels, encore une fois, au sein des centres sociaux, au sein des familles, au sein des élèves. Et donc, le métier que je pouvais me créer, c'était le métier de ce que je me suis créé sur mesure, en fait, qui consiste à faire de la formation en ligne, de la formation en centre social, mais aussi de l'accompagnement familial et de l'accompagnement individuel des apprenants. Et donc c'est comme ça que j'en suis. Ça a été facile pour toi de compléter les 4 cercles où tu as bénéficié d'aide, d'accompagnement pour discerner tout ça? Non, je l'ai fait seul. L'ikigai, je l'ai fait seul. C'est ce qui m'a poussé à justement me dire que la voie de la réorientation professionnelle était la bonne que j'avais entreprise. Et ensuite, j'ai eu la chance de tomber sur une merveilleuse coach qui m'a accompagné avec beaucoup d'exercices en programmation neurolinguistique notamment, pour aller travailler sur les blocages, sur les croyances limitantes. Donc, on a travaillé sur ça qui a fait beaucoup de bien. Mais du coup, pour revenir sur la question de l'aspect financier, ça a été quand même c'était un des plus gros blocages, de mettre ma famille en sécurité. Et au final, je pense que ma famille et moi-même sommes plus heureux aujourd'hui quand on se rend compte que la plus grande richesse, c'est pas forcément le salaire, mais c'est le sentiment de liberté. Et je suis beaucoup plus heureux en n'ayant pas 1 euro en poche aujourd'hui, mais pouvant accompagner ma fille à l'école et aller la chercher quand elle sort de l'école, plutôt que de la mettre à la garderie et au final utiliser mon salaire dans ma voiture et de la garderie et de la cantine. Donc au final, je pense qu'on s'y retrouve et c'est une question de temps avant de pouvoir organiser une vraie rentrée d'argent.
Oui, c'est ce que j'allais te dire, c'est que une entreprise aussi, c'est comme si on investissait pour après qu'il y a un développement, un retour sur investissement, normalement qui doit se faire avec du temps. C'est ça le souci. Est-ce que tu as eu le temps de préparer un peu ton départ avant de partir effectivement le 1er septembre? Est-ce que tu as eu le temps d'anticiper pour pouvoir justement sécuriser le côté argent ou développement de ton entreprise? Alors absolument pas, parce qu'il a fallu, pour diverses raisons, que je ferme ma première entreprise, pardon, pour en ouvrir une deuxième, en changeant de code de fonction. Et en fait, j'ai pris ma décision au courant du mois de mai, et donc j'ai fait toutes les démarches le plus vite possible, puisque j'étais un petit peu en délai pour envoyer ma démission, qui était motivée pour justement démission pour la création d'une nouvelle entreprise. Ah oui, l'IDV qui a disparu le 30 juin dernier. Tu as profité de cette dernière fournée, on va dire. J'ai eu le départ volontaire. Pour l'instant, j'ai pas encore eu d'indemnité et je n'ai pas de réponse si je l'aurai ou pas. Par contre, effectivement, c'était tout un parcours du combattant et je n'ai eu la réponse finale de ma démission que le 26 août, je crois. Donc, Ah oui, d'accord. À dernière minute, quoi. donc, je n'ai pas eu beaucoup de temps pour préparer mon départ et Oui. jusqu'au 26 août, je pensais que j'allais reprendre ma classe. Parce que tu dis qu'il y a un délai pour la démission, c'est intéressant de savoir. Alors, je sais qu'il y a des. Je pense que si on est dans les demandes, en fait, il faut que la démission soit faite avant la rentrée normalement. C'est ce qu'on m'a expliqué au téléphone. Il faut qu'elle soit faite au mieux pour être acceptée. C'est déjà difficile qu'elle soit acceptée par les autorités hiérarchiques, mais pour qu'elle soit acceptée plus volontairement, il faut qu'elle soit adressée avant le début de la semaine, enfin avant le début de la rentrée scolaire, pardon. Et il y a un délai, je pense, de 2 ou 3 ou 4 mois de circuit quand même. J'ai eu la vraie certification que je n'en prendrai pas, la vraie certitude le fin août, le 26 août. Du coup, un été un peu en suspens, je s'imagine. Comme j'avais déjà lancé mon entreprise l'année dernière, j'ai pu jongler sur ces deux statuts pour pouvoir continuer au-delà de l'aspect entrepreneurial. Ce qui m'épanouit, c'est la communication avec une communauté qui grandit un peu chaque jour, où on parle de pédagogie et d'éducation, autant familiale que d'éducation populaire ou nationale. Donc, ça, c'est intéressant d'échanger avec eux. Je prends beaucoup de plaisir. Et pour les formations, enfin pour les ateliers de suivi en ligne, j'ai eu la chance de pouvoir basculer d'une entreprise, la fermer au dernier moment et en ouvrir une nouvelle pour pouvoir basculer mes activités. Donc pour ça, j'ai pas eu beaucoup de difficultés, mais effectivement, c'était les points d'interrogation toutes les vacances. Alors, je veux revenir sur tes activités après, mais en fait, ce qui t'a aidé, toi, dans ta reconversion, c'est que tu avais déjà une grande clarté sur tes valeurs. Parce que liberté, apprentissage, partage aussi, tout ça, je pense que déjà, ça t'a guidé dans ton choix. C'est ce que c'est pas toujours évident pour tout le monde de savoir qu'est-ce qui est important pour soi. Donc, tu as vite priorisé les choses. Et puis, l'ikigai, ça t'a permis de voir, concrétiser un peu sous quelle forme tu allais le faire, quoi, pratiquer de ces valeurs-là. Et finalement, alors du coup, tu as choisi de partir sur la psychopédagogie.
enfin, parce que pour toi, c'était quelque chose qui correspondait le mieux à tes valeurs finalement. Et du coup, tu fais de l'accompagnement. Alors, si j'ai bien compris, tu fais de l'accompagnement en présentiel. Il y a une partie présentielle individuelle. Il y a une partie aussi, tu disais, dans un centre social, c'est ça? En fait, la psychopédagogie, c'est plus une corde que j'ajoute à mon arc pour mes interventions. Je me sens plus entrepreneur libre, en fait. C'est-à-dire que toutes les missions qui vont pouvoir correspondre à mon désir d'accompagnement et à mon besoin d'accompagner, je vais les saisir et les multiplier d'ailleurs. Donc oui, il y a une partie de prise en charge, de suivi individuel en cabinet. Je travaille dans un regroupement de cabinets de psychologues, neuropsychologues, ergothérapeutes, il y a quoi, orthophonistes et compagnie. Donc je travaille dans ce cabinet un jour par semaine. Ensuite, il y a le travail avec des familles, avec des parents en centre social. Donc, c'est pas pour un centre social. C'est vraiment des missions d'accompagnement sur des missions données. Donc, je réponds à des demandes, j'envoie des devis, comme tout entrepreneur, et j'ai des missions ponctuelles. Donc là, je vais travailler avec un deuxième centre social. Le but, c'est de pouvoir vraiment accompagner au mieux les familles sur des notions d'éducation et sur comment on peut se créer un contexte bénéfique aux apprentissages. Travailler sur le sommeil, travailler sur l'alimentation, travailler sur le rapport aux écrans, travailler sur la mémorisation, travailler sur la notion de handicap, de difficulté, les partenaires qui peuvent aider. Donc, dans ce cadre d'atelier parents, c'est hyper intéressant. Et ensuite, il y a tout le volet en ligne aussi que j'essaye de déployer. Alors, on va y revenir sur le en ligne parce que ça m'intéresse beaucoup. Mais juste avant, pour savoir un peu, en fait, comment ça se passe quand tu veux travailler en centre social, tu envoies ta candidature, c'est ça? Ou tes devis au centre social, tu leur dis quelle est ta prestation et eux, après, ils décident si oui ou non ça les intéresse. C'est quoi la démarche? Alors moi, j'ai fonctionné un peu différemment puisque le premier centre social avec lequel j'ai travaillé, je les ai appelés en expliquant mon contexte, que j'étais enseignant et que je quittais les fonctions. Puisque c'était l'année dernière quand j'ai commencé, mais que j'avais tout un panel de compétences à leur offrir et qu'il fallait qu'on discute des moyens de le faire qui pouvaient me permettre de gagner un petit salaire au moins et eux de répondre à leurs besoins. Donc on s'est rencontrés, on a fait le comparatif de mes compétences et de leurs besoins et on a trouvé un projet sur mesure. Ah oui, c'est chouette ça. Ouais. En fait, c'est un petit peu ça la démarche. Donc eux, ils ont des tarifs à proposer pour les interventions que je vais négocier ou non en fonction de nos ajustements réciproques. Et là, le deuxième centre social, en fait, m'a appelé pour me proposer un CDI en coordination de vie éducative que j'ai refusé puisque ça ne correspondait pas à mon sentiment de liberté. Et du coup, par contre, en échange, ils m'ont proposé des interventions ponctuelles. D'accord. Dans le cadre d'échanges avec des parents. Ok, donc là, ça te permet aussi de te faire connaître un petit peu localement aussi via le centre social, j'imagine, par rapport à des parents qui viendraient peut-être aussi derrière à faire un accompagnement individuel avec leur enfant. Oui, c'est encore un peu plus délicat parce que c'est vrai que l'accompagnement individuel a un coût, un coût financier qui n'est pas forcément accessible. C'est pas ce public-là. À beaucoup de parents qui fréquentent les centres sociaux. Donc, comment tu te fais connaître alors pour cette partie individuelle? Comment tu te fais connaître en présentiel, enfin en local? Alors là, c'est un petit peu toute la mission justement actuelle sur laquelle je travaille. C'est la communication qui est faite sur les réseaux sociaux, la gestion d'une communauté avec l'écriture d'articles quotidiens. J'ai une liste mail aussi à qui j'écris tous les jours des choses différentes en proposant soit des ateliers, soit en écrivant les nouvelles de ma vie professionnelle entrepreneuriale. Et là, en ce moment, je travaille sur le référencement naturel pour justement être catalogué sur Google. Donc, tu utilises le web pour te faire connaître dans ta région. C'est ça, j'essaie. Je participe aussi à des congrès en ligne. J'ai participé au congrès des Apiconf, en fait, qui a été organisé pendant le confinement. Il y a un congrès qui arrive bientôt sur l'instruction en famille. Donc, j'essaie de participer à des sommets qui permettent de donner d'une part des réponses à des familles qui en cherchent, mais aussi de m'apporter de la visibilité. Oui, tout à fait. C'est une façon de se développer un réseau, des partenariats pour gagner en visibilité. Du coup, d'ailleurs, ça m'amène tout de suite, puisque je voulais te la poser tout à l'heure, mais j'ai vu que ton Facebook était très développé au niveau de ton réseau. Comment tu as développé ça? Quels étaient tes leviers ou tes activités pour développer ton réseau sur Facebook? En fait, j'ai eu la mauvaise surprise de découvrir quand j'ai créé mon profil professionnel. J'ai découvert là, il y a quelques temps. On est plafonné à 5000 personnes en relation. Je suis un peu bloqué. Donc maintenant, c'est la création d'une page. Je pense qu'il y a eu deux choses. Il y a eu la stratégie marketing derrière, puisque j'ai suivi une formation qui avait été offerte pendant le confinement.
que j'essaie de mettre en place, qui avait été plus ou moins fonctionnel, en tout cas à petite échelle. Et après, je pense qu'il y a l'authenticité dans mes partages. C'est ça, c'est une stratégie long terme. Ça donnait des petits résultats parce que la carte, elle est quand même faite pour pour les entrepreneurs du web qui ne vivent que de ça. Moi, dans la mesure où je travaille aussi avec des centres sociaux, donc je fais du démarchage local, où j'ai beaucoup d'entretiens, donc des déplacements, des entretiens pour se présenter, où je travaille aussi en cabinet un jour par semaine, où je travaille en visio avec des enfants que j'accompagne. Il y a de la préparation derrière tout ça. Et donc, je ne suis pas 24 heures sur 24 dans le développement de l'activité numérique. Oui. Et donc, la carte, ça n'a pas répondu essentiellement à mes besoins. Mais en tout cas, j'ai trouvé des premières réponses. Et après, je pense que la communauté s'agrandit aussi. D'une part, parce que moi, je n'ai pas hésité à aller demander en ami sur Facebook les profils qui pouvaient être intéressés, même si ce n'est pas la meilleure stratégie marketing qui est vendue dans… il faut tester, il faut voir ce qui fonctionne. C'est ça. Maintenant, je pense que les vraies personnes qui suivent sont les personnes qui ont été séduites par l'approche peut-être un peu intimiste de mes partages dans le début, où j'expliquais comment moi, en tant qu'adulte, je m'étais découvert atypique à seulement 30 ans, et donc comment j'avais redécouvert mon parcours d'enfant et d'apprenant, on va dire, de façon rétroactive. Donc j'ai beaucoup partagé sur ça, et je partage encore de façon authentique sur mes ressentis de pédagogue. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que je suis du côté des enseignants que je ne suis pas en même temps du côté des parents et que je ne suis pas en même temps du côté des apprenants et des personnes en difficulté. On a toutes les casquettes finalement. C'est ça. Et alors, du coup, donc, tu développes tranquillement la partie locale. Tu crées ta communauté sur les réseaux sociaux. Est-ce que tu utilises d'autres leviers que les réseaux sociaux? Tu disais que tu utilisais aussi le référencement, c'est ça? Donc, tu as un site web, j'imagine? Alors, j'ai un site web que j'ai mis en place cet été pour pouvoir aller un peu plus loin et pour pouvoir proposer des produits de l'accompagnement en ligne ou bien des ateliers. Mais on va dire que pendant longtemps, pas pendant longtemps, mais puisque j'ai commencé en avril, donc c'est vrai que c'est tout frais. Mais on m'avait dit que seulement travailler sur son contenu et sur ses compétences, c'était pas suffisant. Et je pensais, comme beaucoup d'entrepreneurs, que si j'allais cartonner tout de suite en travaillant juste sur mon contenu et ma communication. Sauf que passer de 0 à 1000 vues, c'est facile, mais c'est pas la même stratégie que de passer de 1000 à 5000 et de 5000 à 10 000 en fait. Donc, je n'étais pas du tout renseigné sur le référencement naturel. Là, je me suis rendu compte en traînant pas mal du côté de Live Mentor sur Internet, sur le site d'Alexandre Dana. Excellente ressource pour les gens qui nous écoutent. Oui. Du coup, en faisant un petit peu de lecture du blog, de lecture de leurs articles et de leurs vidéos, je me suis rendu compte que mon site n'était pas optimisé et qu'il fallait travailler sur le référencement naturel pour pouvoir agrandir un petit peu, au moins en ligne. Ça, c'est, je pense, nécessaire. Ok. Donc, un beau travail qui t'attend en perspective pour la suite, pour les mois à venir. Le référencement, le création de contenu, articles, animation des réseaux sociaux. C'est presque un travail à temps plein, peut-être par la suite, tu vas pouvoir déléguer certaines parties si tu arrives à faire décoller tranquillement ton activité. Mais voilà, c'est un travail incontournable au début en tout cas. Alors, je vais juste te poser la question sur la partie enseignement, parce que là, tu as fait un peu la transition numérique quand même. Tu étais déjà formé aux outils de visio et tout ce qu'il faut pour enseigner en ligne, ou bien est-ce que tu as découvert tout ça cet été? Comment ça s'est passé pour toi? Alors, j'y étais absolument pas formé. On a été obligé de se former sur le tas avec le confinement pour accompagner les enfants. Oui, c'était une première plongée. C'est une première plongée. Et au-delà d'avoir beaucoup d'enfants, il y avait beaucoup de parents qui étaient derrière les caméras pour poser des questions qui avaient dû élargir, en fait. Pas que sur l'accompagnement éducatif pédagogique, mais sur qu'est-ce qu'on peut faire à la maison quand on est toute la journée avec les enfants, qui n'est pas juste du travail scolaire. Donc déjà, mon travail scolaire est un petit peu différent, je pense, que ce qu'on avait préconisé dans l'éducation nationale. Mais les parents étaient aussi en quête de sens et en quête déjà les devoirs, de façon très claire, en fait, les parents, le discours, c'était déjà les devoirs, quand c'est 1 heure par jour, c'est compliqué. Alors, comment faire pour ne pas tuer mon enfant après 8 heures de travail avec lui à la maison? Donc, il a fallu retravailler sur beaucoup d'idées préconçues, qu'il ne fallait pas travailler 8 heures. Et au fur et à mesure, je me suis dit que j'allais peut-être faire d'abord une visio collective. Donc, j'ai fait un live sur Facebook où j'ai donné des idées pour gérer le temps à la maison, puis comment faire les devoirs, comment apprendre à apprendre. Et au fur et à mesure, je me suis dit que proposer un atelier gratuit pendant le confinement, c'était possible,
Et donc, j'ai créé un atelier de quelques heures que j'ai mis à disposition gratuitement, qui est d'ailleurs toujours gratuit, et qui accompagne des familles actuellement encore. Et donc, je me suis lancé comme ça au fur et à mesure. Et du coup, tu utilises quoi comme outil par rapport à l'enseignement en ligne ou même à la création de tes formations? Alors, pour la création de mes formations, au niveau du matériel, j'utilise ma tablette, qui a une excellente qualité plutôt que tout appareil photo ou autre. Donc, j'utilise l'écran de ma tablette simplement, qui me permet de faire un tout petit montage, un micro-cravate actuellement, que je n'ai pas aujourd'hui. J'utilise la plateforme Podia pour pouvoir stocker en ligne, donc c'est un abonnement. J'utilise la plateforme Podia, qui est assez intuitive et qui permet de créer du contenu, de partager des exercices, des ressources et de la vidéo. En fait, ton objectif dans les mois à venir, c'est quoi finalement? Mon objectif dans les mois à venir, c'est de continuer à être épanoui dans ce que je fais. Ça, c'est le côté libre dans le métier. C'est une réalité, le fait de devoir aller trouver un salaire pour continuer à faire cette mission. Oui. Et donc, accompagner les enfants, les familles, je pense que je vais continuer comme ça. Bah, écoute, on te souhaite beaucoup de belles choses pour la suite, que ton aventure, avance dans le bon sens pour toi. Et en tous les cas, je prendrai de tes nouvelles pour savoir où tu en es dans quelques temps. Est-ce que tu as un petit conseil pour la route avant qu'on se quitte? Pour les enseignants qui auraient aussi ce projet de plus de liberté, plus de liberté surtout. Oui, alors moi, les 2 conseils que je donnerais, je pense qu'ils sont les plus efficaces. C'est de croire en ses ressources et d'utiliser la méditation pour pouvoir puiser dans ce que l'on a déjà et effacer ses croyances limitantes. Et ensuite, d'aller chercher du côté de l'ikigai et du mantra de vie pour faire ses vrais choix. Qu'est-ce qu'on veut finalement, réellement? De la sécurité ou du plaisir et de la liberté. Très intéressant. Merci pour ces conseils. Et puis, écoute, à très bientôt alors.